mais après derrière, toutes les galeries qui étaient à -3, -4. Elle va te jomber. Alors bonjour le gaz. Sur le plan de la caverne, un spéléo nous explique le déroulement de l'expédition. Le trait hachuré représente le niveau permanent de l'eau dans la vasque de la fontaine. La première phase de l'opération va être de pomper l'eau de la vasque afin d'exonder la galerie masourique, de permettre la progression à pied jusqu'au siphon 66, siphon qui va être désamorcé pour permettre la progression jusqu'au siphon 67, siphon 67 qui va prendre plus de temps car il contient beaucoup d'eau, va être désamorcé. Une fois le siphon 67 désamorcé, nous continuons, passons le seuil, un point haut, puis nous désamorçons le capou. Une fois le capou passé, nous retrouvons le réseau nord, qui a déjà été exploré. Nous continuons, une cascade, qui va poser des problèmes de portage, à cause d'une forte pente. Puis nous allons arriver au siphon 1970, dernier siphon à avoir été exploré. Nous allons pomper partiellement le siphon 70, et là va démarrer réellement l'aventure Nemosa 12. Après 24 heures de pompage, la vasque est vide. Les archéologues en profitent pour faire des fouilles et des relevés. Oui, vouloir raconter l'histoire de la fontaine de Nîmes, c'est un peu refaire l'histoire de Nîmes, de la ville elle-même. Parce qu'on peut proposer comme hypothèse de travail que si la ville de Nîmes s'est développée, s'est installée à cet endroit-là, c'est qu'il y avait de l'eau. Et l'eau sort de la montagne à un endroit bien précis, bien particulier. Donc l'eau a fixé une population et de tout temps, depuis l'époque préhistorique, proto-historique, gallo-romaine, médiévale, contemporaine, l'homme a pu utiliser une partie des eaux souterraines pour sa survie. Il faut savoir que le musée archéologique de la ville de Nîmes possède des inscriptions et que Némosus était peut-être une divinité celte. Et par extension, Némosus a donné peut-être son nom à la ville de Nîmes. Mais c'est à prendre un peu avec prudence parce que malgré les quelques rares documents épigraphiques archéologiques, la légende est en train quand même de prendre un peu le dessus. Dans la grotte, 150 mètres de galeries sont exondés. Les spéléos installent leur matériel jusqu'au siphon 67, qui est le deuxième obstacle important sur leur progression.
Allez, la retenue. On envoie. On envoie, doucement. On envoie. Allez, la retenue. Lâchez, doucement. Vas-y. Vas-y, la retenue. Vas-y, la retenue, on envoie. Lâchez-nous, la retenue. Le siphon 67 a nécessité 3 jours de pompage pour être vidé.
À présent, le prochain objectif est le passage du Capou. Sur les pieds, les pieds, les pieds. À son tour, le passage du Capou est désamorcé et ouvre la voie jusqu'au siphon 70. La cascade du réseau Nord nous offre un spectacle féerique. Avant d'atteindre le trou du Yéti et le siphon 70, la grande cascade doit être franchie à l'aide de cordes. Des pompes vont être placées dans le siphon 70 pour tenter de le vider.
Alors que le siphon 70 ne baisse que faiblement, un plongeur parti seul en pointe trouve une suite au réseau situé derrière la trémie noyée. Il raconte sa découverte pendant le repas du soir. Et je suis arrivé sur le terminus Pénèze en retrouvant son fil au bout. Et d'ici, toujours en galerie exondée, j'ai retrouvé une galerie qui repart plein nord. Et après, il y a un petit puits qu'il faut descendre avec une échelle, un truc comme ça, et puis ça replonge. À partir d'ici, j'ai besoin de monde et de matériel. Je repars tout à l'heure avec 2 plongeurs. Les plongeurs explorent le nouveau réseau et poursuivent les découvertes dans les siphons amont. Et tu sais que si on pouvait, on pourrait grimper là-haut, là. Ouais, le plus récent. C'est pourri. Ah ouais. Alors, tiens, ma chérie, tu lui passes le pourri. Alors, on va aller rester là. Ah, c'est chaud, du sabot. C'est pas bio, t'imagines, hein?
L'ensemble du réseau étant accessible à pied sec jusqu'au siphon 70, les scientifiques effectuent des relevés géologiques et hydrologiques. Emile, tu sais ce que c'est ce truc-là? C'est la bilonite. La pluie qui tombe depuis plusieurs heures amorce une crue souterraine. Devant ce danger imminent, les spéléos décident de rapatrier le matériel et de se replier vers l'entrée. La crue a mis fin au pompage
mais d'importantes découvertes ont été effectuées durant cette expédition. Deux responsables de Nemours 12 font le point sur ces découvertes. On a eu un petit problème hier soir avec la crue qui nous a mis... La fontaine a repris ses droits. Mais je crois qu'on va ramener pas mal d'éléments, soit en plongée, soit scientifiques, prélèvement d'eau, géologiques. Et je crois que ça sera quand même positif. Dans la partie découverte, donc, il y a un certain nombre de galeries qui ont été inventées donc, pendant le pompage. Une partie de 150 mètres actuellement est topographiée, peut-être un peu plus, même 300 mètres. Il en reste, ce qu'on peut estimer à 400 ou 500 mètres qui n'ont pas été topographiés. Et dans de nombreux cas, il y a arrêt sur rien, donc les pointes vont se poursuivre. Alors on peut noter aussi que dans l'une des cavités, dans l'une des galeries qui ont été découvertes, Serge Gilly a trouvé des poteries dont on ne sait pas encore exactement ce qu'elles sont. Et ça va être là encore un gros travail de façon à faire parler ces poteries, à obtenir un maximum d'informations à partir de ces éléments. Alors sur le plan de l'eau, il y a deux informations essentielles à retenir. La première, c'est qu'en fait on pompe dans un aquifère qui est excessivement capacitif, dans lequel il y a énormément d'eau, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on n'ait pas pu vider le siphon de la trémie. Et deuxièmement, la qualité de cette eau est tout à fait... disons, il est de tout à fait mauvaise qualité ou de piètre qualité, ce qui va, du moins je l'espère, entraîner une certaine réaction. Et qu'en est-il de Nemosus ? Je crois qu'il y a convivialité entre Nemosus et les Nîmois. Les Nîmois, au fond de chacun d'eux, un peu de Nemosus. Et le Nemosus est le symbole de nous tous.